donc pour démarrer cette première séquence, on va parler de villes bio-inspirées. Décide-moi une ville bio-inspirée. Et pour faire ça, on a la chance de pouvoir accueillir un collectif qui s'appelle le Biomime City Lab, qu'on a créé il y a peut-être 3 ans maintenant, quelque chose comme ça, entre 2 et 3 ans, qui rassemble les acteurs que vous voyez ici, et qui travaillent régulièrement toute l'année, et qui nous font le plaisir, là, pour les 45 minutes qui viennent, collectivement, qui nous font le plaisir d'une présentation un peu état des lieux de leurs travaux de recherche sur cette ville bio-inspirée. Donc je vous demande, sous vos applaudissements, d'accueillir Estelle Cruz, Diane Perrard, Laure Frémiot, Emmanuel Dujardin, Tessa Hubert et Anna-Maria Cartier. Bonjour Emmanuel, bonjour Estelle, mets-toi de ce côté, je vais te passer le micro dans une seconde, je vais vous laisser entre experts. Celle que vous ne voyez pas sur la photo, c'est Anna-Maria Cartier, directrice développement de synergie urbaine chez ICAD Promotion. J'ai bon? Génial. Estelle Cruz du CEBIOS, architecte et grande spécialiste, puisqu'elle sort d'une thèse sur les enveloppes, mais on va aller au-delà des enveloppes aujourd'hui. Emmanuel Dujardin, à sa droite, le président de Rougerie plus Tangram, le nouveau bel ensemble de cabinets d'architecture à Marseille. Si on continue, Anna-Maria, je t'ai déjà présenté. Tessa Hubert, de Nobatec INEF 4, qui est Research Engineer. À sa droite, Laure Frémiot, écologue chez Elan. Et puis pour terminer, du côté de Eiffage, Diane Perrard, chargée de mission sur la ville durable. Merci Estelle de participer et d'animer cet échange pour nous raconter cette ville bio-inspirée. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ravie d'animer cette table ronde en présence du collectif BCL. Et peut-être quelques éléments d'introduction. Alors, ça. Sinon, les parce qu'il me connaît trop. Parfait, merci. Alors, quelques éléments d'introduction autour de l'architecture bio-inspirée avant d'aller faire cette revue de projets français concrets qui mettent en œuvre le biomimétisme depuis plusieurs années. On aime bien rappeler cette tendance de fond d'émergence qu'est le biomimétisme en architecture grâce au cycle de Hype qui avait été présenté par Michael Pollan en 2019, justement dans ce même endroit à l'Hôtel de Ville, et de rappeler qu'initialement, il y avait eu vraiment autour de certains bâtiments de Fraiotto, l'Eastgate Building, inspiré de la termitière, un engouement très fort autour de cette thématique il y a près de 50 ans maintenant. Et puis, quand on a vraiment envie de le mettre en œuvre, on se rend compte qu'on a besoin d'outils, de méthodes, d'un langage commun entre la biologie et l'architecture. Et donc c'est là où on arrive en haut de la courbe et une redescente où finalement on se rend compte qu'il a fallu mettre en œuvre le développement de plein d'outils et de cas d'études différents pour justement accéder à ces connaissances en biologie et faciliter ce transfert pour aller vers des villes régénératives, des bâtiments bio-inspirés. Donc on aime bien rappeler qu'en 2021, aujourd'hui on en est là, en train d'aller vers ce plateau de productivité, cette maturité opérationnelle du biomimétisme, parce qu'il y a eu des normes, des outils et des méthodologies développées jusque-là. D'un point de vue quantitatif, aujourd'hui, il y a plus de 100 projets bio-inspirés dans le monde et plusieurs dizaines en France, donc on verra les projets tout à l'heure, et plus d'une 50aine d'outils et méthodes qui facilitent justement ce pont cognitif entre biologie et architecture.
Et donc le biomimétisme est une approche et une méthode concrète qui permet de répondre à des enjeux d'aujourd'hui pour la ville. Donc on va aujourd'hui parler de zéro énergie, zéro carbone, enfin en tout cas re-questionner la question du carbone et de l'énergie au travers du vivant, la question de l'adaptation, comment est-ce qu'on conçoit des villes adaptées, régénératives, et comment est-ce qu'on rénove en s'inspirant justement du vivant. Et quelques mots pour le collectif BCL, donc un collectif d'acteurs engagés pour la ville, donc depuis 2019. Et tout l'enjeu est de mettre en commun des retours d'expérience de terrain, de mise en œuvre très concrète du biomimétisme, pour ensuite préfigurer des outils et des éléments de développement pour aller plus loin dans l'approche et le développement du biomimétisme en France. Alors, je vous propose de commencer par la question de la rénovation et d'aller explorer les grands enjeux et les organismes biologiques et les projets inspirants pour le développement de la ville bio-inspirée rénovée. Bonjour à tous, merci Estelle. Donc oui, moi je vais aborder rapidement la question de la rénovation et de comment s'inspirer du vivant pour la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, c'est une thématique très importante pour la ville aujourd'hui. C'est crucial et surtout au regard de la stratégie nationale bas carbone. Et ça répond aussi à plusieurs enjeux, que ce soit la lutte contre le changement climatique ou même tout simplement le confort des usagers. Et quand on regarde les chiffres, aujourd'hui ils sont toujours assez frappants, que ce soit d'un point de vue des coûts. Tout simplement, le coût de l'inaction aujourd'hui est toujours supérieur au coût de la prévention, c'est-à-dire qu'on perd plus d'argent à ne pas agir plutôt qu'à faire du préventif. Et d'un point de vue des chiffres qui concernent simplement l'énergétique, la thermique, aujourd'hui on a encore énormément de passoires énergétiques, de passoires thermiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des étiquettes F et G du DPE, contrairement à des bâtiments qui, eux, sont assez peu énergivores. On va avoir que 4% de ce genre de bâtiments. Et si on applique certains chiffres au parc bâti parisien, on va se rendre compte, par exemple, que si on veut atteindre un gain énergétique de 50% d'ici à 2030, le rythme qu'il faut garder en rénovation énergétique tous les ans, ce serait 40 000 logements et aujourd'hui on est à 5 000 logements. Donc on est encore loin de ce qu'il faudrait faire et ça montre quand même, pas l'urgence, j'ai pas envie de dramatiser, mais ça montre qu'il y a énormément à faire et qu'il faudrait vraiment considérer des leviers d'innovation. Et le biomimétisme aujourd'hui est un exemple sur ce sujet-là parce qu'on se rend compte que le vivant a énormément de stratégies intéressantes d'un point de vue, alors on n'appelle pas ça la rénovation, mais d'un point de vue du maintien et de la régénération des fonctions. Voilà. Je veux bien que tu passes. Alors oui, comment on se renouvelle justement dans le vivant? Est-ce qu'il faut changer l'ensemble de l'enveloppe? Est-ce qu'on se renouvelle par partie? Quelles sont un peu les stratégies inspirantes? Alors il y a beaucoup de stratégies qui existent. Une première à laquelle on pense facilement, ça va être de remplacer une fonction qui n'est plus efficace ou qui a été dégradée. Tout simplement, l'exemple du lézard dont on a abîmé la queue, par exemple, il va s'en séparer. Mais on va avoir d'autres exemples comme les salamandres qui, elles, vont avoir une capacité assez incroyable. Ça va être de régénérer l'un de leurs membres. On a aussi des stratégies de cicatrisation. Alors en général, la cicatrisation, on pense très rapidement aux animaux, tout simplement avec, par exemple, la coagulation sanguine, mais on va avoir de la cicatrisation dans d'autres règnes, par exemple le règne végétal. On connaît la cicatrisation foliaire, par exemple. Donc, on va avoir des feuilles qui vont tomber d'un arbre ou une partie qui va se casser. Et à cet endroit-là, il va se former un nouveau derme. Alors, je crois qu'on appelle ça un périderme qui va permettre de protéger l'arbre et donc de continuer à assurer des fonctions, de bonnes fonctions. Autre stratégie auquel je peux penser, alors je regarde juste mes notes, le renouvellement des feuilles ou le renouvellement des poils. Par exemple, les animaux, selon qu'on est en hiver, en été, ils ne vont pas avoir les mêmes besoins en termes d'isolation thermique. Et ça, c'est des stratégies qu'on observe et qui finalement sont qui s'appliquent énormément à l'enveloppe du bâtiment aujourd'hui. Là, j'ai donné des exemples qui finalement sont assez locaux, c'est-à-dire on va avoir renouvellement du derme,
par exemple la mue, hein, ça va tout simplement être le phénomène de changer de peau. En général, c'est parce que l'espèce animale, elle va vouloir grandir et sa peau ne peut pas. Souvent, ce sont des écailles qui ne peuvent pas grandir. Mais il y a aussi des stratégies qui sont plus comportementales, disons. J'ai l'impression de m'éterniser, alors je ne vais pas m'éterniser, mais le chien de prairie, par exemple, quand il y a une énorme... Alors, les chiens de prairie vivent dans un terrier, et quand vous avez de fortes pluies, ce qui se passe, c'est que souvent, en haut du terrier, vous avez un amas de terre, je ne sais plus comment on dit en français, un amas de terre, qui va être dégradé par la pluie. Et ce qu'ils font en général, c'est qu'à la fin de la forte pluie et de l'inondation, ils vont tous se regrouper et ils vont travailler collectivement pour réparer justement cette entrée. Alors cette entrée, elle a des fonctions assez variables, hein. Ça leur permet de faire de la signalétique, de se repérer, mais c'est aussi une façon d'éviter l'inondation de leur terrier. Et ça montre aussi que dans les choses qui peuvent nous inspirer, nous, dans le maintien des fonctions d'un bâtiment, dans le maintien de son enveloppe ou tout simplement de ses équipements, il y a aussi, peut-être, il faut aussi considérer les usages et aussi notre approche comportementale vis-à-vis de ça. Voilà, donc je m'arrête là. Oui, il y a vraiment une très grande diversité de modèles biologiques finalement, et donc c'est une approche qui est extrêmement créative si on veut envisager la rénovation au travers du vivant, donc plein de stratégies de cicatrisation, de renouvellement, etc. Et donc ces modèles biologiques très inspirants. Alors on n'a pas trop parlé des champignons, mais peut-être que c'est le moment d'enlever ce biais taxonomique justement et de parler de ce règne moins connu. Effectivement, dans la dernière slide, il y avait le mot régénérer. On parle de rénovation, donc il y avait des premiers chiffres sur la rénovation énergétique. Et en fait, on peut parler de rénovation au sens plus large, de reconstruire la ville sur la ville, parce que l'étalement urbain est un enjeu assez majeur. On a des objectifs de zéro artificialisation nette. Donc certes, il va falloir rénover le bâti, l'existant. Et l'idée, c'est aussi de moins construire du neuf en étalement urbain. Et donc de réinvestir les friches industrielles, les espaces qui sont moins utilisés actuellement. Et d'où la transition donc, avec cet exemple de l'écoquartier Marseille qui a été développé par Eiffage à Marseille. Et donc, c'est un des grands enjeux aussi, la dépollution des sols. Comment on va réussir à régénérer les sols des friches urbaines pour réussir à reconstruire des quartiers entiers. Et donc là, le modèle, effectivement, comme le citait Estelle, qui était intéressant, c'était le champignon. Donc en fait, le mycélium, qui est une partie végétative du champignon. Et en fait, on a fait une expérimentation de dépollution douce sur des terres polluées. En fait, ce site, c'est une ancienne friche industrielle, comme je disais, une ancienne usine de production de gaz. Donc, c'est pas une blague. Donc, forcément, les enjeux étaient assez importants. L'expérimentation a porté sur une partie des terres polluées. En fait, la majeure partie avait été traitée avec des techniques traditionnelles. Mais c'était une première en Europe, en fait, de faire cette expérimentation à cette échelle. Donc, on a eu des premières... En fait, il y a eu une sélection de souches de mycélium qui étaient adaptées aux polluants du site. Il y a eu des expérimentations en laboratoire. Les seuils atteints étaient assez intéressants. Donc il y avait des hydrocarbures, du cadmium, du plomb. Et après, on a fait l'expérimentation sur le chantier. Il y avait deux mycopiles de 90 mètres cubes qui avaient été mis en place sous bâche. Et c'était une sorte de millefeuille entre les terres polluées et du substrat avec ce mycélium qui a pour but du coup de transformer et de capturer la pollution. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette expérimentation, donc les seuils atteints sur le chantier n'avaient pas été à la hauteur forcément de ce qu'on avait espéré. C'était une première expérimentation à cette échelle. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir expérimenter sur d'autres terrains et puis d'apprendre petit à petit et de trouver les meilleures souches pour tel ou tel polluant. Donc voilà, c'est un peu un appel à expérimenter. Les freins les obstacles qu'on a pu constater sur ce projet, c'est qu'on a besoin de temps et d'espace. Je sais qu'on parle beaucoup d'urbanisme transitoire. Quand on a des grands espaces, des grandes zones d'aménagement, on a des fois, comme je pense un peu aux grands voisins, là où on a eu une programmation transitoire, on pourrait très bien se dire, voilà, sur le temps des zones d'aménagement, pourquoi pas laisser une partie du terrain où en fait on va essayer de dépolluer justement ces terres et en fait se laisser le temps. Donc là, il y a de la microremédiation, il y a phytoremédiation qui est aussi une autre possibilité donc avec les plantes. Voilà, je pense que c'est encore quelque chose à creuser, à approfondir. Ça mérite de plus amples expérimentations.
Et puis juste voilà, pour terminer sur cet exemple de SmartSay, il y a une approche systémique de développement durable qui a été mise en œuvre sur le projet dans le but d'avoir un démonstrateur de la ville durable méditerranéenne. Donc on a eu une approche à la fois sur l'énergie, sur la gestion de l'eau, la végétation. Donc voilà, c'est pas l'objet là de tout de suite, mais voilà, c'est intéressant d'avoir cette approche un peu plus globale aussi sur les projets. Merci. Donc, du coup, on voit qu'on peut à la fois s'inspirer du vivant et que ce sont des approches qui sont convergentes avec réintégrer le vivant, et on le verra de manière plus approfondie sur la section îlot de chaleur, mais ce sont des thématiques qui peuvent très bien s'articuler et qui sont convergentes. Alors, un autre projet dans la thématique de la rénovation. Oui, alors un projet sur le réemploi. Je ne vais pas revenir sur ce que le réemploi et les enjeux du réemploi. Je pense que vous connaissez tous ça dans la construction. Par contre, on peut se poser la question, pourquoi quand on travaille à fond le sujet du réemploi dans un bâtiment, on a du mal à dépasser un taux de matériaux réemployés qui arrive à quelques pourcents assez difficilement. Essayer de voir comment la nature traite ce sujet. Dans la nature, le constat qu'on fait assez facilement, c'est que les espèces utilisent les ressources qu'elles ont à disposition, et du coup, elles vont, par exemple, bâtir. Alors, je vais prendre l'exemple d'oiseaux qui bâtissent leur nid de façon assez simple. Chaque oiseau bâtit un nid, chaque espèce d'oiseau bâtit un nid qui répond à ses besoins écologiques. Le nid d'hirondelle n'a rien à voir avec le nid du troglodyte, donc ils ont des formes, des fonctionnalités différentes. Cela dit, ces oiseaux vont tous bâtir le nid avec les matériaux qu'ils ont à disposition. Alors des fois de la paille, des fois des brindilles, des fois du sable, des fois du crin de cheval ou un bout de laine qui est tombé de votre pull dans le jardin. Mais ils s'adaptent aux ressources qui sont disponibles. C'est un peu ce qu'on a voulu mettre en place dans ce projet. Alors c'est un projet qu'on pourrait qualifier d'un assez petit projet. L'objectif, c'est de construire une recyclerie pour un client, donc la SMCNA, le syndicat mixte qui s'occupe des déchets de 5 communautés de communes dans le nord de Nantes. Et en fait, la conception de ce bâtiment a été prise dans le sens inverse de ce qu'on peut faire peut-être habituellement, c'est-à-dire qu'avant de dessiner le bâtiment et ensuite d'aller chercher les matériaux qui correspondent bien à ce dont on a besoin, en fait, il y a tout un travail d'identification de gisements et de ressources disponibles sur le territoire qui vont impacter la conception de ce bâtiment. Je vais prendre un exemple. Ils ont identifié sur le territoire un hangar agricole qui allait être démoli, et du coup avec une poutre dans ce hangar bien conservée, avec des qualités, de bonnes propriétés, etc. Et ils ont modifié la forme du bâtiment à construire pour que la portance nécessaire corresponde à la portance possible de cette poutre réutilisée. Donc vraiment une construction qui se fait dans l'autre sens de ce dont on a l'habitude. Ce projet, ça se veut vraiment être un démonstrateur. Alors le contexte est particulier. Voilà, c'est un acteur qui est très engagé par rapport à ça. C'est un projet qui reste d'une taille assez petite quand même. Donc on a peut-être moins de contraintes que si on construisait un gros bâtiment de bureau en plein Paris, voilà, où il y a un certain nombre de normes et on ne peut pas forcément toujours s'adapter à tout. Mais en tout cas, ça veut être un démonstrateur d'une façon de concevoir différemment les projets, en s'appuyant plutôt sur les ressources à notre disposition qu'en essayant d'aller chercher exactement ce qu'on avait défini et dessiné sur le papier. Merci. Donc oui, une autre manière de concevoir via le prisme du vivant. Donc ça questionne aussi sur les outils, les méthodes et la manière d'envisager le projet par la démarche du biomimétisme. Alors parmi les autres thématiques explorées, parmi lesquelles le biomimétisme permet de répondre, donc la question des îlots de chaleur, avec, on a vu le dernier rapport du GIEC qui annonce l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de certains événements climatiques. Donc la question des îlots de chaleur et des îlots de fraîcheur reste très forte. Et effectivement. Alors du coup, îlot de fraîcheur, c'est un terme qui est maintenant assez répandu dans les discours des porteurs de projets de la ville en général, mais il n'y a pas forcément de définition attitrée. En fait, c'est apparu pour justement créer, à l'inverse des îlots de chaleur urbains, des zones de fraîcheur où on serait beaucoup plus à l'aise en termes de confort thermique. Donc l'îlot de chaleur urbain, lui, il est très bien défini. En fait, c'est un phénomène d'élévation de la température en centre-ville par rapport aux périphéries. Et en fait, il est dû à des paramètres morphologiques, donc de la forme de la ville qui va moins laisser passer le vent, qui va faire des pièges radiatifs,
des paramètres surfaciques. Donc on a nos surfaces au sol qui vont absorber la chaleur, qui vont la stocker et du coup qui sera restituée la nuit. Éventuellement moins d'évapotranspiration, moins d'évaporation dans nos villes puisqu'il y a moins de végétation que dans des zones un peu plus périphériques. Et puis des paramètres anthropiques, notamment les climatisations qui certes dans nos bâtiments vont nous rafraîchir mais qui dans l'espace public vont en fait faire un peu un cercle vicieux puisqu'elles vont réchauffer l'espace public. On pense aussi aux voitures. Donc voilà, les paramètres anthropiques sont aussi une des causes des îlots de chaleur urbains. L'ordre de grandeur de l'îlot de chaleur urbain, c'est à peu près 3 degrés. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce n'est pas tant l'îlot de chaleur qui est problématique, mais c'est plus, avec les vagues de chaleur, comme tu viens de le rappeler, Estelle, les vagues de chaleur, les canicules, exacerbent ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Et on a tous vécu des canicules dans les villes et on sait qu'on suffoque. Donc il y a cette problématique au niveau des espaces publics, donc en extérieur, et aussi au niveau de nos bâtis à l'intérieur, d'où la nécessité aussi de la rénovation énergétique dont on a parlé juste avant, puisque si on isole mieux nos bâtiments, on pourra mieux survivre aux futures canicules. Et donc pour montrer justement cette exacerbation du phénomène, je vous parlais d'un ordre de grandeur de 3 degrés pour l'îlot de chaleur. Lors de la canicule de 2003 à Paris, il était de l'ordre de 8 degrés entre Paris et sa périphérie. Donc on voit bien le problème. Et c'est effectivement un vrai sujet de santé publique. Les villes cherchent à s'adapter, les stratégies de résilience pour tout ça. Et parmi les solutions, on va avoir la végétation, donc de la nature en ville, la gestion de l'eau, puisque la végétation, si elle n'est pas alimentée en eau, elle ne va pas pouvoir évapotranspirer et nous rafraîchir. La question de la matérialité de la ville, donc quels sont les revêtements, les matériaux sur les façades, etc. L'ombre, la forme urbaine. Donc voilà les quelques solutions. Donc on a pas mal de solutions qui existent, qui se développent, mais l'idée c'est de se dire aussi que via le biomimétisme, on peut trouver d'autres leviers. Et on a quelques modèles biologiques inspirants. Oui, justement, il est très instinctif d'aller vers les végétaux, mais justement, est-ce qu'il y a d'autres espèces intéressantes pour la question de la régulation thermique ? Effectivement, et donc un des premiers mécanismes, on va dire, c'est la réflexion. Donc le fait de réfléchir, on voit là un dromadaire donc dans le désert avec la couleur de sa peau claire qui va permettre de réfléchir le rayonnement solaire. On a également un exemple intéressant, c'est le coquillage l'escargot du désert qui doit survivre à des températures dans un environnement jusqu'à 70 degrés. Et pourtant, sa température de mort thermique, c'est 55 degrés. Donc voilà, cette espèce biologique a trouvé une façon de s'adapter. Et en fait, sa coquille va réfléchir 90% des rayonnements solaires incidents. Donc l'idée, ce serait intéressant. Voilà, la réflexion, je pense que vous avez déjà vu des solutions donc, type cool roof, où on va peindre en blanc les toitures. Il serait peut-être intéressant de se dire comment ces peintures ou ces revêtements, on arrive à améliorer leur capacité à réfléchir, peut-être en s'intéressant à ce type de matériaux comme l'escargot du désert, par exemple. Donc je pense qu'il y a moyen. On a des solutions, mais le biomimétisme peut nous apporter d'autres leviers d'innovation. Je vous parlais de cet escargot du désert. Il a également une faculté de s'isoler en fait du sol, puisque en fait il ne touche pas, enfin il touche le sol qui est à 70 degrés en certains points, parce qu'il va réussir à s'isoler avec une couche d'air. Il se met en fait en hauteur dans sa coquille, et cette couche d'air va permettre de l'isoler du sol. Donc ça c'est aussi un mécanisme intéressant. Et puis, le fait d'évacuer, les mécanismes d'évacuation, de régulation thermique. On a les exemples du toucan et des oreilles de lapin. Donc, on voit avec cette surface, c'est cette surface, cette forme qui est assez importante, et la vascularisation, donc au sein de ces espèces, de ces modèles biologiques, qui permet en fait d'avoir une régulation thermique et que ces espèces-là réussissent à réguler leur température. Donc, il serait intéressant de savoir effectivement creuser ces modèles et essayer de trouver des applications dans nos bâtiments et dans nos villes. Merci pour cette revue biologique. Alors justement, est-ce qu'il y a des exemples d'applications ? Comment est-ce qu'on applique ça dans la pratique ? Quels modèles sont inspirants, par exemple, dans le cadre de ce projet ? Alors ce projet, c'est un projet qu'on a conçu il y a quelques années à Bangkok. C'était un centre de la mode, donc d'où le ruban rouge en fait qui devait circuler dans un territoire, une dent creuse entre des tours, entre un niveau de sol, des trottoirs surélevés à plusieurs étages et un métro 3 niveaux plus haut. Donc on devait relier comme ça par un cheminement. C'était plutôt un concours d'idées. Je pense qu'il n'y a rien qui a été construit depuis. Et donc on s'est interrogé sur la forme que pouvait prendre la peau
Et là, on s'est interdit de parler de toit, de mur, de poteaux, mais on a plutôt travaillé une forme qui soit à la fois sol, mur, toiture, et que cette forme soit le plus possible inspirée des matériaux locaux. Et donc, comme on était à Bangkok, on s'est dit, est-ce qu'on peut la faire en bambou ? Le bambou, donc une ressource qui était à disposition, comme aurait fait un être vivant, il aurait pris, comme le nid de l'oiseau, il aurait pris ce qu'il avait sous la main. Bon, ça c'était pour la structure. Ensuite, la peau, en fait, nous a intéressés parce que c'est un endroit extrêmement pollué, extrêmement chaud, extrêmement humide. Et donc on s'est dit, est-ce que cette peau qui va servir à protéger de la pluie peut aussi servir à ventiler ? Ça veut dire que, est-ce que cette peau qui est hermétique peut à un moment s'ouvrir ? Et donc là, on a eu l'idée de travailler sur des matériaux bilames, bimétal, c'est-à-dire deux matériaux qui sont collés l'un à l'autre. Et puis en fonction de l'incidence des rayons du soleil ou de la température dessus, eh bien, l'un va tirer sur l'autre. Et donc une écaille, je ne sais pas si on voit très bien sur l'image, mais vous avez des écailles en fait qui, en fonction de la chaleur, vont s'ouvrir ou se rabattre. Quand elles se rabattent, elles sont hermétiques, imperméables. Quand elles s'ouvrent, elles laissent passer l'air. Donc c'est une peau qui à la fois est ventilée naturellement et puis est hermétique quand il le faut, quand il ne fait pas très chaud, quand il faut récolter les eaux. Ces eaux, l'intérêt c'est qu'on puisse les amener vers des jardins, donc des jardins suspendus qui vont servir à faire pousser de la végétation, puisque l'îlot urbain, une des réponses c'est de végétaliser, donc c'est donc d'apporter de l'ombre, mais c'est aussi d'apporter de l'évapotranspiration. Les végétaux vont permettre d'évaporer l'eau. Et ensuite, on a utilisé, alors ça reste un projet théorique, hein, bien sûr, mais l'idée c'était d'utiliser l'effet lotus aussi. Quand vous regardez une feuille de lotus, les gouttes perlent dessus, donc c'est une parfaite imperméabilité, ce qui permet de drainer absolument la totalité de la quantité d'eau. Bon, c'est un projet qui n'a pas abouti, c'est un projet d'idée. Par contre, tout ce qu'on a appris, et c'est ça un peu l'idée aussi du biomimétisme, c'est de se permettre d'essayer des choses, d'apprendre, de progresser. Et donc, ça nous a permis ensuite de développer un projet qui n'est pas présenté là, mais qui a été construit à Yangon, au Myanmar, donc c'est le nom de la Birmanie, parce qu'on avait appris à maîtriser ces structures minimales en bambou, les assemblages, etc. Voilà. Merci. Donc on voit que le biomimétisme peut se décliner à différentes échelles, justement, qu'on peut combiner des principes, autant travailler sur les services écosystémiques que les aspects de façade, d'enveloppe. Donc on voit bien toute la créativité finalement de l'approche pour travailler à tous les niveaux. Et parmi les autres projets justement qui intègrent cette démarche sur les services écosystémiques. Voilà, effectivement, donc ce projet pour le pôle d'excellence du biomimétisme marin, donc un des éléments qui ressort très bien sur cette image assez incroyable sur ce projet, c'était sa toiture, donc cette toiture bio-inspirée active. Bio-inspirée parce qu'elle s'inspire du fonctionnement de l'estran, d'où son nom, l'estran, le projet. Et active parce que surtout l'objectif c'était de reproduire la fonctionnalité d'un estran, pas uniquement le visuel ou le côté sympa, enfin voilà, vraiment la fonctionnalité. Et pour ça donc on a travaillé sur cette notion de service écosystémique. Les services écosystémiques, pour ceux qui ne connaîtraient pas la notion, ce sont les bénéfices apportés par la nature et utiles à l'homme. Donc l'idée là c'était vraiment d'évaluer les services écosystémiques du site avant projet, après projet et après un délai assez long de 25 ans pour se faire une idée justement de cette fonctionnalité écosystémique, même sur ces écosystèmes de toiture qui sont disons semi-naturels, hein, avec des caractéristiques en termes de création et d'entretien, etc., qui ne sont pas complètement naturels, donc, mais de vraiment essayer de retravailler cette fonctionnalité. Et donc évidemment sur ce projet et avec cette toiture qui est à la fois humide et végétalisée, un des services écosystémiques mis en valeur, c'est l'îlot de fraîcheur, du coup pour rafraîchir l'air ambiant. Il y en avait d'autres, hein, très en lien avec la gestion de l'eau pluviale par exemple. Et on a travaillé sur une vingtaine de services écosystémiques, si je me souviens bien, donc une évaluation voilà, qui a porté sur différentes choses, à la fois des services en termes de des services de production, des services de régulation et des services socioculturels, donc quelque chose de très global. Et c'était vraiment la volonté de cette approche, en fait, d'avoir cette approche, cette vision globale de la fonctionnalité de la toiture.
oui, un travail sur le régénératif et services écosystémiques pour justement avoir une approche systémique et justement qui a aussi été une approche et méthodologie menée dans le cadre de ce projet, le village des athlètes. Oui, alors pareil que nos confrères et tous les membres d'ailleurs de Biomime City Lab qui travaillent sur les sujets de régénération urbaine, travaillent sur les services écosystémiques. Nous essayons de faire de nos projets autant d'occasions pour multiplier les synergies entre la nature et l'humain. Et ces synergies imposent dès le début en fait, de faire avec l'existant, préserver le végétal existant, voire de l'amplifier. Et un arbre, on le sait tous, il vaut mieux que plusieurs jardinières et 10 jeunes sujets en valent plus qu'un vieux arbre. Et donc l'existant forme l'un des premiers patrimoines sentimentaux à mettre en valeur sur un site, et ces retombées écosystémiques sont indéniables. Donc, pour une approche pérenne sur ce projet, mais sur plein d'autres projets que nous réalisons, il est recommandé de pincer le paysage pour durer, donc s'inscrire dans le temps long et éviter les paysages sur dalles et essayer de mettre en œuvre des paysages avec des espèces, autant que possible, des espèces endogènes. La même réflexion peut être appliquée pour le règne animal en auditant les espèces présentes sur site avant la construction et grâce à l'intervention d'un expert écologue qui rejoint ainsi la chaîne de la production de la ville. Et privilégier également donc, les solutions les plus modestes et les plus efficaces. De la même manière que dans la nature, chaque rocher ou chaque arbre tombé peut devenir un micro-écosystème. Chaque toit, balcon, façade peut accueillir la vie. Donc il y a autant de solutions envisageables qu'il y a des sens végétales et d'espèces animales et de configurations urbaines et architecturales. Au-delà, les projets paysagers doivent s'inscrire et doivent respecter les trames bleues, vertes, noires et les décliner. Donc chaque îlot et bâtiment deviennent une déclinaison. Surtout, en réponse au réchauffement climatique, justement, le paysage en cœur d'îlot doit être conçu comme un régulateur hygrothermique plutôt, pour en faire un espace de fraîcheur et de bien-être. Et du coup, penser le paysage en 3 dimensions en lien avec les systèmes de récupération des eaux pluviales. Pour arriver au village des athlètes, donc c'est un projet emblématique aujourd'hui aussi par sa taille et aussi par ses démarches innovantes et très engagées. Juste pour rappeler qu'il y a 13 bâtiments, il y a 50 000 mètres carrés de surface. Et surtout, il y a 6 000 mètres carrés d'espace végétalisé, dont 3 000 mètres carrés en cœur d'îlot, avec des forêts de fraîcheur en pleine terre, avec des toitures et des espaces végétalisés. Et 400 arbres qui sont au cœur de ces îlots végétalisés. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans la démarche plutôt globale, comme Diane l'avait rappelé tout à l'heure, c'est qu'un projet, pour être performant, il faut qu'on le pense dans sa démarche globale et qu'on essaye de, pas forcément cocher toutes les cases, mais essayer d'être le plus, le plus innovant possible. Les enjeux, on va dire, clés de ce projet, c'est des enjeux climat 2050, donc par la conception bioclimatique. C'est des enjeux aussi de réemploi, car 75% des matériaux de dépose après les Jeux Olympiques seront réemployés. Des enjeux aussi d'emploi, d'insertion, mais surtout, je reviens sur ce véritable îlot de fraîcheur qui est le cœur d'îlot, qui a été aménagé avec Tain Plus Paysage.
Voilà, je vais m'arrêter là sur le village olympique, même s'il y a aussi le concept de bâtiment cycle, parce qu'il rentre aussi dans ce modèle, on va dire, de fonctionnement comme un organisme vivant, le concept de bâtiment cycle, qui lui repose sur trois enjeux principaux qui sont liés à des critères de réutilisation des eaux usées, des biodéchets, donc matière de compostage, et puis des eaux grises et eau noire. Et puis sans en parler de la réversibilité de ces bâtiments, parce qu'ils remplissent une fonction avant les Jeux Olympiques, enfin pendant les Jeux Olympiques avec l'accueil des 3000 athlètes, et puis après reprendre d'autres fonctions programmatiques, logement, mais également tertiaires et autres. D'accord, donc une place très large donnée au vivant, à la fois dans les principes du vivant, le réemploi, utiliser des matériaux locaux, à la fois aussi intégrer directement le vivant avec les îlots de fraîcheur, donc une approche systémique. Et est-ce que ce projet aussi a été mené dans cette démarche-là d'intégration du vivant à différents niveaux En fait, tout au long de... Tu parles de Village des Athlètes. Ah pardon, pour Quartier de Galie. Ah oui. Alors, si on parle de Quartier de Galie, c'est un projet qui pourrait se comparer quelque part au Village des Athlètes, même si ce n'est pas le même contexte urbain, puisque il est construit, enfin il est aménagé sur une emprise de presque 20 hectares, dont 12 hectares de terre, de pleine terre. Donc voilà, c'est un projet de grande taille à échelle de quartier, où en fait l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre et le paysagiste, qui est Michel Desvignes, ont pincé en fait l'ensemble du quartier par le prisme du vivant et au son qu'on donne au vivant. Les enjeux, on va dire, essentiels, c'était justement la cité jardin, cité fertile, qui était densément plantée, en sorte d'écran végétal qui fait tampon entre le quartier et le parc du château de Versailles. Ensuite, la géothermie sur nappe peu profonde qui assure à autour de 70% les besoins en énergie renouvelable du site. La gestion alternative des eaux pluviales avec tout ce que vous avez cité tout à l'heure aussi comme dispositif de phytorémédiation, les noues à ciel ouvert, les cuves de récupération des eaux pluviales pour arrosage des espaces verts et réemploi sur site, et la préservation de la biodiversité avec les nichoirs pour oiseaux, nichoirs pour des chauves-souris, et puis respect des trames vertes, bleues, noires, et un choix des essences en lien avec l'environnement local. Ce projet, il est aujourd'hui candidat pour le dispositif Projet Vert d'Île-de-France. Et à ce titre, voilà, on essaie de mettre en avant le travail paysager qui a été fait avec 60% d'espace vert et 12 hectares de pleine terre à échelle du quartier, je l'avais dit tout à l'heure. Tout ça au service et lutter contre les effets d'îlots de chaleur urbain. Et puis créer également donc, des corridors écologiques et connecter justement ces réservoirs de biodiversité à l'échelle du territoire. Avec, je voudrais juste mentionner, les 4000 arbres qui vont être plantés, que ce soit des arbres à grandes tiges ou des arbres CP. Voilà. Merci. Donc, le but étant de préserver la nature pour qu'en préservant la nature, elle prend soin de nous, l'humain. Oui, donc une approche très transversale, en effet, d'intégration du vivant. Et parmi les dernières thématiques qu'on souhaite aborder avec vous aujourd'hui, la question de la gestion de l'énergie par le prisme du vivant. Alors, il nous reste quelques minutes, 5-10 minutes pour aborder cette question-là. Une thématique qui est largement connexe à la question des îlots de chaleur, justement. Oui, et qui est connexe à beaucoup de sujets, des îlots de chaleur, au sujet du carbone aussi, au sujet du bien-être dans les villes. C'est vrai que le sujet de la ville, alors on appelait ça la ville zéro énergie. L'objectif, c'est pas de penser une ville dans laquelle on ne consomme pas d'énergie, mais une ville dans laquelle on arrive à faire la balance entre les consommations et les productions. Les villes sont vraiment particulièrement
concernées, je dirais, par ce sujet de l'énergie et de la consommation énergétique. Elles consomment aujourd'hui 64% de l'énergie primaire mondiale, donc sont les principales consommatrices d'énergie, et elles sont aussi responsables de 70% des émissions de carbone, donc elles sont aussi les principales émettrices de carbone. Donc vraiment, c'est au cœur des villes qu'il faut agir peut-être en priorité. Et en particulier, le secteur du bâtiment, c'est ce que vous voyez avec les chiffres ici, le secteur du bâtiment est très concerné devant le secteur des transports. Il représente 44% de l'énergie consommée. Donc vraiment, il est temps d'agir sur les bâtiments. En termes d'émissions de carbone également, le bâtiment est très émetteur de GES, que ce soit en phase d'exploitation ou en phase construction. On peut ressortir plusieurs enjeux importants peut-être pour les villes. Le premier, c'est de limiter évidemment les consommations, hein, c'est vraiment un des enjeux principaux. Le deuxième, c'est d'arriver à produire localement et durablement. Alors c'est pas toujours facile hein, de faire tout en même temps, mais produire localement et durablement. Ensuite, on a tout le sujet du stockage de l'énergie et enfin son transport et sa distribution de manière efficace pour répondre aux besoins au moment des besoins. Alors, est-ce qu'il existe des espèces justement qui répondent à ces problématiques qui peuvent être inspirantes pour le bâtiment et pour l'aménagement plus largement ? Alors évidemment, dans le vivant, il n'y a pas de vivant sans énergie. Hein. Toutes les espèces vivantes ont une source énergétique ou plusieurs sources énergétiques. Donc il y a énormément de modèles dont on pourrait s'inspirer. Je ne vais pas m'éterniser sur la photosynthèse que vous connaissez probablement tous, qui permet de capter l'énergie solaire pour créer de l'énergie plus organique, disons. Peut-être je vais vous parler du papillon. Les ailes du papillon, alors leur première fonction, c'est plutôt le déplacement hein, via le vol, mais c'est des ailes qui sont très bien adaptées par rapport à la performance énergétique. À l'échelle macroscopique, l'organisation de ces ailes permet de capter de façon très efficace les rayons du soleil et donc de réchauffer rapidement et efficacement le papillon en cas de besoin. Ces écailles permettent aussi de réfléchir dans d'autres conditions le soleil et du coup au contraire de rafraîchir, et en fonction de l'orientation de son aile, en fait si c'est plutôt les faces supérieures ou inférieures qui sont mises en avant, le papillon peut adapter en fait ses capacités de gestion d'énergie, réchauffement, rafraîchissement en fonction de ça. Il me semble qu'il y a des sujets de temps, non ? Ou je continue avec un autre exemple ? Non, on va continuer avec les exemples, comme ça on pourra laisser un peu de temps à parler. Alors un exemple dans lequel on a mis une énergie absolument folle, c'était un concours qu'on n'a pas eu la chance de gagner, donc c'est notre lab de recherche et innovation, le lab Rougerie-Tangram, qui avait mené ce projet. Le projet, c'était à Biarritz, le centre d'excellence pour le biomimétisme marin. Le CBIOS faisait partie du projet. Alors, on a eu une démarche biomimétique à tous les niveaux. On a coché énormément de cases. C'était pour nous le premier projet dans lequel on se lançait vraiment en 2019 sur ce sujet-là. Le sujet là de l'énergie, on l'a traité de plusieurs manières. La première question à se poser, c'est les matériaux de construction qu'on va utiliser ont-ils nécessité beaucoup d'énergie pour leur fabrication ? Celui-ci, on l'a fait en briques de terre crue. On s'est dit, on est capable sur le site de trouver de la terre, c'est un déchet, plutôt que de l'emmener en camion à la décharge, de faire venir d'autres matériaux. On l'a pris sur place, on a vérifié avec des tas d'exploitants sur place, on a travaillé avec Nobatec et avec d'autres partenaires pour être certain qu'on pouvait utiliser cette terre, cette argile pour en faire des briques. Ensuite, on s'est dit, la quantité de matière à utiliser, essayons de faire qu'elle soit la plus faible possible. Et donc là, c'est la voûte qui est apparue comme étant la surface minimale, la même chose que le projet de Bangkok que je vous ai montré tout à l'heure. On a cherché à faire que la forme soit la plus économe en matière possible. Donc une matière qui ne consomme pas d'énergie, une forme qui consomme peu de matière pour la partie fabrication. Ensuite, une fois qu'on a le bâtiment qui est construit, la question de la consommation d'énergie est importante. Donc l'idée, c'était de recouvrir tout ça d'une surface de terre, d'une épaisseur de terre telle qu'on n'ait pratiquement pas besoin de l'isoler thermiquement. C'est-à-dire qu'on est sous le sol, en fait. C'est un projet de paysage, ce n'est pas un bâtiment recouvert d'un jardin, c'est vraiment un jardin sous lequel on est venu construire. Donc il est parfaitement isolé. Et puis ensuite, il faut profiter des apports énergétiques gratuits, donc ces grandes baies vitrées sur les côtés. Ces grandes baies vitrées, il faut les protéger du soleil quand il y en a trop pendant l'été, mais il faut les ouvrir au maximum pendant l'hiver. Ensuite, c'est la ventilation naturelle. Ce système de voûte, alors on n'a pas d'image intérieure ici à vous montrer, mais le système de voûte fait qu'en fait on monte
un petit peu comme le projet qu'on verra tout à l'heure de Nicolas Vernotello. Le principe d'avoir le volume qui monte, l'air frais rentre, l'air chaud s'en va vers le haut, donc on a une ventilation naturelle zénitale qui évite de devoir rafraîchir. Et puis après, l'idée de limiter aussi l'éclairage et d'avoir un impact la nuit le moins fort possible. On a développé toute une thèse depuis quelques années sur la bioluminescence. Donc l'idée, c'était d'utiliser une source de lumière qui ne consomme pas d'énergie. C'est à partir de bactéries qui sont au fond des océans. Et en leur donnant un substrat, une alimentation, on est capable aujourd'hui, alors au bout de la thèse, on est capable pendant quelques dizaines d'heures d'avoir de l'éclairage, mais c'est un éclairage qui ne nécessite pas d'énergie, donc on pense que c'est une voie dans laquelle il faut continuer à aller. Merci. Donc, parmi toujours les projets dans la continuité de l'énergie, ce projet l'église Nianing au Sénégal qui s'inspire du système de ventilation des termitières. Et donc une autre manière de gérer l'énergie dans le vivant, donc utiliser la ressource disponible et donc un bâtiment totalement passif qui conserve une température fraîche tout au long de l'année sans avoir recours à de systèmes mécaniques pour garder le bâtiment frais justement. Donc on a pu voir une revue de projet bio-inspirée développée par plusieurs acteurs qui représentent le collectif BCL aujourd'hui. Quelques mots pour vous mentionner que l'intégration du biomimétisme est à l'initiative de ces acteurs qui voient une pertinence, on l'a vu par l'approche écosystémique, par l'amélioration de la performance environnementale globale du bâtiment par le biomimétisme. Et donc parmi les actions du Biomime City Lab cette année, nous avons travaillé sur l'analyse des appels d'offres qui existent aujourd'hui et qui intègrent le biomimétisme. Et donc depuis 2019, il y a eu essentiellement ces 3 appels d'offres. Donc le pôle d'excellence du biomimétisme marin, la construction d'une salle de théâtre à Saint intégrant le biomimétisme et également l'aménagement d'un quartier dans l'Essonne. Donc on voit que le biomimétisme s'intègre progressivement aujourd'hui dans les appels d'offres, mais pas encore de manière systématique. Et que donc aujourd'hui on a besoin d'une intégration plus systématique dans les appels d'offres pour justement valoriser ce travail de fond, de discussion avec les biologistes, de mise en place et d'utilisation de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Et donc en synthèse, en identification de ces freins au développement de l'approche dans le cadre des groupes de travail du Biomime City Lab, il a été produit une grille d'analyse des phases candidature à destination des maîtrises d'ouvrage, alors pour évaluer par exemple des appels d'offres bio-inspirés, mais aussi comme outil d'auto-évaluation des équipes de maîtrise d'œuvre pour s'auto-évaluer, pour garantir une mise en œuvre rigoureuse de l'intégration de la démarche du biomimétisme. Donc ce sont des documents qui vont être publiés prochainement par le collectif du BCL et que vous pourrez retrouver en ligne. Voilà, et bien merci de votre attention. Donc, vous pouvez trouver les informations et les documents sur ces documents d'intérêt général produits par le BCL qui sont en ligne. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez continuer d'explorer ces thématiques-là et monter en compétence sur le sujet du biomimétisme appliqué à la ville. Merci à tous. Un grand merci, merci beaucoup, le CBIOS, Rougerie plus Tangram, Nobatec INF4, Elan, Eiffage et ICAD pour cette revue, effectivement, pleine d'exemples à de multiples échelles. Tout ça ne fait que commencer.